À 90 miles des côtes de la Floride, il existe un pays où les voitures datent de 1957, où les bâtiments portent encore l'empreinte des années 20 et où le réseau électrique s'est effondré complètement à 3 reprises en l'espace d'un seul mois. Cuba est la plus grande île des Caraïbes, 1422 km d'un bout à l'autre, 11 millions d'habitants. Et l'année où ce documentaire a été réalisé, la nation tout entière a perdu l'électricité pendant 29 heures consécutives. Il n'y a pas de McDonald's à Cuba. Pas de Starbucks, pas de KFC, pas de Coca-Cola. Cuba est l'un des 2 seuls pays sur Terre où cette boisson est introuvable. L'autre, c'est la Corée du Nord. Les voitures d'époque qui bordent les rues de la Havane ne sont pas un choix esthétique. Elles sont le résultat de ce qui arrive lorsqu'une révolution coupe une île de l'économie mondiale. Et que 67 ans s'écoulent sans remplacement. Cuba possède plus de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO que toute autre nation des Caraïbes. 9 au total. Son taux d'alphabétisation atteint 99,8%, l'un des plus élevés au monde. Le pays compte plus de médecins par habitant que presque n'importe quelle autre nation sur Terre, et il les exporte vers des dizaines de pays qui manquent eux-mêmes de personnel médical. Et pourtant, 88% de sa population vit dans ce que l'Observatoire cubain des droits de l'homme qualifie d'extrême pauvreté. Comment un pays doté de l'une des populations les plus instruites de l'hémisphère occidental en arrive-t-il à cuisiner sur des feux de bois parce que l'électricité ne revient pas? La réponse n'est pas simple, elle ne l'a jamais été. Et elle ne commence pas avec la Révolution. Elle commence avec la Terre elle-même. Cuba se trouve au carrefour de la mer des Caraïbes, du golfe du Mexique et de l'océan Atlantique. L'île fait partie d'un archipel de 4195 îles, îlots et grottes. L'île principale, selon celui qui la regarde, ressemble à un crocodile ou à une clé capable d'ouvrir le golfe. Et elle est ancienne. Les traces les plus anciennes de présence humaine remontent à plus de 5000 ans, bien avant les pyramides de Gizeh. Les Guanaatabé arrivèrent les premiers, puis les Siboney, puis les Taïnos, qui migrèrent vers le nord le long des îles caribéennes depuis l'Amérique du Sud. Ils cultivaient le maïs, le tabac, le manioc et le coton. Ils appelaient l'île Cuba, ce qui signifiait peut-être « grand lieu ». C'étaient des agriculteurs, des pêcheurs. Ils vivaient en communautés organisées, avec des structures sociales complexes. Ils utilisaient des outils en coquillage et des couteaux cérémoniels appelés gladiolitos. Et ils ont offert au monde un mot et une habitude qui ont tout survécu, le tabac. Les Espagnols, à leur arrivée, les appelèrent sauvages. Christophe Colomb atteignit la côte nord-est de Cuba le 28 octobre 1492. Il croyait avoir atteint la Chine. 2 décennies plus tard, Diego Velázquez de Cuéllar fonda Baracoa, le premier établissement européen de l'île à son extrémité orientale la plus reculée. Baracoa existe encore aujourd'hui, serré entre les montagnes et la mer, au point le plus éloigné de la Havane. Une ville si isolée que la seule route la reliant au reste du pays ne fut achevée qu'en 1965. En quelques années à peine après l'arrivée des Espagnols, les Taïnos mouraient, non pas seulement de la guerre, mais de la variole, de la rougeole, de la grippe. Des maladies que leur corps n'avait jamais rencontrées. Au milieu du XVIe siècle, la population indigène avait été effectivement anéantie en tant que civilisation. Les encomiendas, ces systèmes de travail forcé, consumèrent ce qui restait. Les Espagnols n'étaient pas venus à Cuba pour construire, ils étaient venus pour extraire. Et lorsque la population indigène ne put plus servir cet objectif, ils firent venir des navires depuis l'Afrique. Dans les forêts de l'ouest de Cuba, dans ces mêmes vallées où les Taïnos cultivaient autrefois leurs champs, vit un oiseau si petit qu'on le confond souvent avec un insecte. L'oiseau-mouche d'Helena, le colibri des abeilles, est le plus petit oiseau du monde. 5,5 cm du bec à la queue. Il pèse moins de 2 grammes, plus léger qu'une pièce de monnaie. Ses ailes battent 80 fois par seconde, si vite que l'œil humain ne peut pas suivre chaque battement. Son nid n'est pas plus grand qu'un dé à coudre. Localement, on l'appelle le Zunzuncito. L'apercevoir porte bonheur, mais le trouver exige de la patience, du silence et la volonté de regarder attentivement ce que les autres ne remarquent pas. Une qualité que Cuba semble exiger de tout ce qui vit ici. La traite atlantique des esclaves a reconfiguré Cuba plus profondément que toutes les révolutions qui suivraient. À partir de 1526, des Africains réduits en esclavage traversèrent l'océan pour travailler d'abord dans les plantations de tabac, puis dans les champs de canne à sucre qui allaient définir l'économie de l'île pendant 3 siècles. Cuba devint le premier producteur mondial de sucre au XIXe siècle. Et cette richesse fut construite sur la souffrance humaine à une échelle industrielle. Les plantations étaient brutales, le labeur était incessant, les taux de mortalité étaient vertigineux. Et l'ampleur était immense. À son apogée, la production sucrière consumait des provinces entières, de vastes étendues de forêts rasées pour faire place à la canne.
Mais les esclaves ne se contentèrent pas d'endurer, ils portaient avec eux des traditions spirituelles d'Afrique de l'Ouest, notamment le système de croyance Yoruba, qui allait fusionner avec le catholicisme romain pour donner naissance à la Santería, une foi syncrétique pratiquée à travers Cuba jusqu'à ce jour. La Virgen de la Caridad del Cobre, patronne catholique de Cuba, est assimilée à Oshun, déesse Yoruba des rivières et de l'amour. La même figure, deux noms, deux histoires comprimées en une seule. Des rituels se tiennent dans des maisons ornées d'hôtels privés, des offrandes sont déposées, des danses sont exécutées, portant des rythmes venus d'un continent que la plupart des pratiquants n'ont jamais visité. La religion fut réprimée après la Révolution lorsque Cuba se déclara officiellement athée. Mais la Santería ne disparut pas. Elle se réfugia simplement plus profondément à l'intérieur des maisons. Des enquêtes auprès des pratiquants révèlent des clivages liés à la couleur de peau. Les pratiquants du spiritisme cubain présentaient une surreprésentation de personnes à la peau plus foncée, tandis que la Santería comptait davantage de pratiquants à la peau plus claire. Même la spiritualité à Cuba porte l'architecture d'une hiérarchie raciale qu'a construite l'esclavage. Et les esclaves portèrent avec eux la musique. Les rythmes d'Afrique de l'Ouest, la percussion, l'appel et la réponse, les structures polyrythmiques, fusionnèrent avec la guitare espagnole pour produire quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Le son cubano, la racine de tout ce qui suivit. Le mambo, inventé à La Havane dans les années 40, exporté comme une fureur mondiale de danse. Le cha-cha-cha, né dans les années 50. La rumba, si chargée de sens culturel que l'UNESCO l'a inscrite sur sa liste du patrimoine immatériel. Et finalement la salsa ? Même si la salsa, paradoxalement, fut perfectionnée non pas à La Havane, mais à New York par des musiciens caribéens qui avaient quitté l'île. Celia Cruz, née à La Havane, devint la musicienne latine la plus célèbre du XXe siècle, la reine de la salsa. Elle quitta Cuba après la Révolution et n'y revint jamais. Elle mourut dans le New Jersey en 2003, en rêvant encore de chez elle. L'oiseau national de Cuba est le trogon de Cuba. Ses plumes portent exactement les couleurs du drapeau cubain. Rouge, blanc et bleu. Mais ce n'est pas pour cela qu'il est devenu le symbole national. Les Cubains ont choisi le trogon pour toute autre chose. Il ne survit pas en captivité. Enfermez-le et il meurt. Les Cubains disent que cet oiseau représente leur propre nature, un refus d'être contenu. Que ce refus soit une force ou une tragédie dépend de la décennie à laquelle on s'adresse. La route qui quitte La Havane vers le sud-ouest traverse des terres agricoles plates, longe des champs de canne à sucre et de tabac, et mène à une vallée qui semble appartenir à une autre ère géologique. La vallée de Viñales, dans la province occidentale de Pinar del Río, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, non pas pour ce que les hommes y ont bâti, mais pour ce que la Terre y a créé au fil de 160 millions d'années. Les mogotes sont des tours calcaires, vestiges d'un plateau qui recouvrait autrefois toute cette région. Au fil des millions d'années, l'eau a dissous la roche plus tendre, laissant derrière elle ces collines aux parois abruptes qui surgissent du fond de la vallée comme les ruines d'une chaîne de montagnes inachevées. La terre de Viñales est d'un rouge rouille profond, riche en fer et en minéraux, charrié depuis les mogotes au fil des millénaires. C'est ici que Cuba cultive le tabac qui l'a rendu célèbre. Le microclimat particulier de cette vallée, une combinaison précise de filtration calcaire, d'humidité caribéenne et de terre rouge, produit des feuilles qui ne peuvent être reproduites nulle part ailleurs sur la planète. Cohiba, Monte Cristo, Partagas, ces noms sont connus dans le monde entier, et la raison pour laquelle ils ont un goût différent de tout tabac cultivé ailleurs commence ici, dans ce sol. Les agriculteurs de cette région s'appellent les guajiros. Beaucoup travaillent des parcelles transmises dans leur famille depuis des générations. Ils font sécher les feuilles dans des granges en bois, appelées casas de tabaco, de simples structures au toit de chaume qui régulent naturellement le flux d'air et la température sans électricité. Ce qui est fort utile, car en 2026, l'électricité est quelque chose que Cuba ne peut plus garantir. Mais avant que les lumières ne s'éteignent, plus d'un siècle de lutte avait façonné Cuba telle qu'elle est aujourd'hui. Et l'homme qui en fut le point de départ n'était pas Fidel Castro, c'était un poète. José Martí naquit à La Havane en 1853, fils d'immigrants espagnols. À 16 ans, il avait déjà été arrêté pour avoir soutenu l'indépendance cubaine. À 17 ans, il avait été condamné à 6 ans de travaux forcés dans une carrière de pierre. Les chaînes laissèrent des cicatrices sur ses jambes, qu'il porta jusqu'à la fin de sa vie. Il fut finalement exilé en Espagne, puis vécut au Mexique, au Guatemala, au Venezuela et aux États-Unis. Écrivant toujours, organisant toujours, construisant inlassablement la cause d'une Cuba libre. À New York, il travailla comme journaliste et consul pour plusieurs nations latino-américaines. Il écrivit une poésie encore apprise par cœur dans les écoles cubaines.
Il écrivit des essais sur la démocratie, sur la race, sur la dignité du travail. Et c'est depuis un petit bureau de Manhattan, non depuis la Havane, qu'il fonda le Parti révolutionnaire cubain en 1892. Le combat de Cuba pour son indépendance grondait et échouait depuis des décennies avant le retour de Martí. La guerre de 10 ans, de 1868 à 1878, en fut la première tentative. Elle débuta lorsque Carlos Manuel de Céspedes, un planteur de canne, libéra ses esclaves et les appela à se battre à ses côtés contre l'Espagne. Céspedes fut tué, la guerre se termina sur des promesses espagnoles de réforme qui ne furent jamais tenues. 49 000 guérilleros cubains moururent, tout comme 126 000 soldats espagnols. La deuxième guerre, la Guerra Chiquita, ne dura guère plus d'1 an, de 1869 à 1880. Elle échoua également. Et c'est Martí qui comprit que la troisième tentative devait être différente. Elle devait unir tous les Cubains, noirs et blancs, riches et pauvres, exilés et insulaires, en un seul mouvement. Le 19 avril 1895, José Martí entre en combat à Dos Rios, dans l'est de Cuba. Il a 42 ans, il n'a aucune formation militaire. Il charge les lignes espagnoles sur un cheval blanc, il est abattu et tué lors du premier engagement. Il ne vit jamais l'indépendance pour laquelle il s'était battu. Mais ces mots survécurent. Son image figure sur la monnaie cubaine, dans chaque école, à l'aéroport, sur la place qui porte son nom. Fidel Castro revendiqua l'héritage de Martí. La communauté des exilés le revendiqua aussi. Les deux camps affirment que Martí aurait été de leur côté. Ni l'un ni l'autre ne peut le lui demander. La guerre que Martí avait commencée continua sans lui. Elle se fondit dans la guerre hispano-américaine de 1898 après l'explosion du USS Maine dans le port de La Havane dans des circonstances qui restent contestées. Les États-Unis intervinrent, l'Espagne fut vaincue et Cuba devint, selon les mots d'un historien, une colonie dans les faits sinon dans les textes, techniquement indépendante mais pratiquement contrôlée par les intérêts économiques et la puissance militaire américains. Durant les 60 années qui suivirent, Cuba oscilla entre gouvernement élu et dictature, entre réformes timides et corruption profonde. Des entreprises américaines contrôlaient les services publics, le réseau ferroviaire et toutes les raffineries de pétrole. Les 2/3 de la production alimentaire provenaient d'une agro-industrie appartenant à des capitaux américains. La moitié des terres arables appartenaient à des promoteurs américains. 8% seulement des propriétaires terriens contrôlaient les 3/4 de toutes les terres cultivables. Et la Havane devint un terrain de jeu sous le dictateur Fulgencio Batista. La ville attirait les touristes américains, les familles du crime organisé et les célébrités d'Hollywood. Le Tropicana, ce cabaret ouvert en 1939 et resté quasi inchangé depuis, accueillit des parrains de la mafia, des acteurs et des chanteurs dans une ville qui scintillait en surface. Dessous, 1/4 de la population était au chômage. Le 5e le plus riche captait 58% du revenu national. Le 5e le plus pauvre en touchait 2. Batista avait suspendu la Constitution, il avait révoqué le droit de grève, et il avait fait tout cela en bénéficiant du soutien militaire, financier et logistique des États-Unis. Santiago de Cuba s'étend sur la côte sud-est, plus proche d'Haïti que de la Havane. C'est la deuxième ville de Cuba, et culturellement, c'est un autre pays. Si la Havane est espagnole et coloniale, Santiago est afro-cubaine et révolutionnaire. La musique y est plus forte, la chaleur plus lourde et l'histoire plus sanglante. C'est à Santiago, le 26 juillet 1953, qu'un jeune avocat nommé Fidel Castro mena un groupe de rebelles à l'attaque de la caserne Moncada, la deuxième installation militaire la plus importante du pays. L'attaque échoua catastrophiquement. La plupart des rebelles furent tués ou capturés. Castro fut condamné à 15 ans de prison, il en purgea 2. Libéré, Castro s'enfuit au Mexique. Il constitua une petite force, s'entraîna à la guérilla et en décembre 1956 revint à Cuba à bord d'un yacht en mauvais état baptisé le Granma avec 82 hommes. Les forces de Batista les tendirent une embuscade presque immédiatement. Seule une poignée survécut. Ils se replièrent dans la Sierra Maestra, cette chaîne de montagnes abruptes de l'est de Cuba qui culmine au Pico Turquino à 1974 mètres. Les forêts étaient humides, enchevêtrées, presque impénétrables. À leur point le plus bas, la force de guérilla comptait moins de 20 hommes. Ce fut suffisant. 1er janvier 1959, Batista fit Cuba dans la nuit, Castro entre dans la Havane. Depuis un balcon de Santiago, il annonce que la révolution a triomphé. Les horloges s'arrêtèrent. En quelques mois, Castro nationalisa les entreprises, plantations et raffineries appartenant à des capitaux américains. Les États-Unis répondirent par un embargo, Cuba se tourna vers l'Union soviétique. Le pays devint socialiste, puis communiste.
Les opposants politiques furent emprisonnés, les médias indépendants furent fermés. Le Parti communiste devint le seul parti légal. Les Cubains qui n'étaient pas d'accord eurent le choix, le silence ou l'exil. Plus d'1 million partirent. Ils gagnèrent Miami, le New Jersey, l'Espagne. Ils emportèrent avec eux leur savoir, leurs économies, leurs recettes et leur deuil. La communauté des exilés bâtit de nouvelles vies sans jamais cesser de regarder en arrière. Celia Cruz, la plus grande chanteuse de salsa de sa génération, passa 4 décennies aux États-Unis, mais demanda à être enterrée face au sud, tournée vers l'île où elle ne pouvait pas retourner. Pour ceux qui restèrent, la Révolution apporta de véritables conquêtes. La campagne d'alphabétisation de 1961 mobilisa 250 000 volontaires, dont beaucoup étaient des adolescents, certains âgés seulement de 14 ans, pour enseigner la lecture et l'écriture dans les campagnes. Ils portèrent des lanternes et des manuels dans des villages de montagne où aucune école n'avait jamais existé. En l'espace d'1 an, le taux d'analphabétisme de Cuba tomba de plus de 20% à moins de 4. C'est à ce jour l'une des campagnes d'éducation de masse les plus réussies de l'histoire, étudiée par les organisations de développement jusqu'à nos jours. Un système de santé universel fut mis en place, chaque Cubain, de la Havane au village le plus reculé de la Sierra Maestra, eut accès à un médecin. La mortalité infantile chuta à des niveaux inférieurs à ceux des États-Unis. L'espérance de vie rejoignit celle de l'Europe occidentale. Cuba forma tant de médecins qu'elle commença à les exporter, envoyant des brigades médicales en Afrique, en Amérique latine et dans les Caraïbes. À un moment, plus de médecins cubains travaillaient à l'étranger que ceux de presque n'importe quelle autre nation. Mais le prix à payer fut la liberté. Les journaux indépendants furent fermés, les opposants politiques furent emprisonnés, certains pendant des décennies. Le Parti communiste demeura le seul parti légal. Des élections existaient, mais un seul parti pouvait présenter des candidats. L'homosexualité fut criminalisée. Des hommes gays furent envoyés dans des camps de travail dans les années 60, une politique que Castro lui-même qualifierait plus tard de grande injustice. Et avec le temps, même les acquis commencèrent à s'éroder sous le poids de l'isolement et de la planification centrale. Aujourd'hui, la Sierra Maestra est silencieuse. Des randonneurs gravissent le Pico Turquino lors d'excursions guidées. Et dans les forêts humides de l'est de Cuba, dans des lieux comme le parc national Alejandro de Humboldt, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, nommé d'après le naturaliste allemand qui explora Cuba en 1800, l'évolution mène ses expériences depuis des millions d'années. Le parc couvre près de 700 km² de forêts tropicales de montagne, de forêts de pins, de mangroves et de cours d'eau. Il abrite la plus grande biodiversité de toute la Caraïbe. L'isolement insulaire de Cuba a permis à des espèces d'y évoluer qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. L'île compte plus de 350 espèces d'oiseaux, 136 reptiles, 67 amphibiens et plus de 7000 espèces végétales, dont 100 espèces de palmiers, dont 90 ne se trouvent qu'à Cuba, ainsi qu'une orchidée si récemment découverte qu'elle n'a été décrite par la science qu'au cours de la dernière décennie. 28 espèces d'oiseaux sont endémiques. Plus de la moitié de la diversité aviaire des Caraïbes se trouve sur cette seule île. Dans la litière de feuilles du plancher de la forêt tropicale du parc vit l'éleute de Monte Iberia, l'une des plus petites grenouilles du monde. Adulte, elle mesure moins d'1 centimètre. Finement colorée en jaune et noir, elle ne peut survivre que dans une forêt tropicale intacte. L'ensemble de son aire de répartition tient en quelques kilomètres carrés. Dans ces mêmes forêts, une autre créature prospère avec beaucoup moins d'inquiétude. La houtia de Desmarais est le plus grand mammifère terrestre natif de l'île. Un rongeur de la taille d'un petit chien pouvant peser jusqu'à 6 kg. Elle vit en couple et s'est si bien adaptée aux forêts cubaines que les agriculteurs la considèrent comme un nuisible. Durant la Révolution, les rebelles de la Sierra Maestra mangeaient de la houtia pour survivre. En 2026, alors que les pénuries alimentaires s'aggravaient, un responsable gouvernemental suggéra, non sans une certaine sincérité, que la houtia pourrait à nouveau servir de source de protéines pour le peuple cubain. Et dans la canopée, la conure de Cuba, d'un vert vif avec des éclairs de rouge sous les ailes, lance un cri qui porte à travers la forêt. Elle est vulnérable, chassée pour le commerce des oiseaux de cage, parce qu'à Cuba, la beauté et la captivité ne sont jamais très éloignées l'une de l'autre. La Havane s'annonce de loin, le Malecón, ce rempart de mer de 5 km qui épouse le front de mer de la ville, est l'endroit où la Havane rencontre l'océan et où les Cubains viennent penser, pêcher, se disputer, s'embrasser, regarder au nord vers un pays distant de 145 km qu'ils ne peuvent pas visiter. La vieille Havane, la Habana Vieja, fut fondée en 1519. C'est l'un des centres historiques coloniaux espagnols les mieux préservés des Amériques, site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982. Les rues sont pavées de galets, les bâtiments sont peints dans des tons pastels qui ont pâli inégalement. Certains murs d'un jaune ensoleillé,
d'autres couleur d'un béton qui a simplement renoncé. Le Capitole national de la Havane, le bâtiment du Parlement, a été modelé sur le Capitole des États-Unis à Washington. Achevé en 1929, il est délibérément légèrement plus haut que le bâtiment qu'il a imité. Son dôme doré, récemment restauré, se voit à plusieurs rues de distance. Un édifice conçu pour refléter la puissance américaine, installé dans la capitale d'un pays soumis à l'embargo américain depuis plus longtemps que la plupart de ses citoyens sont en vie. Cuba disposait autrefois de deux monnaies, le peso cubain pour la vie quotidienne et le peso convertible cubain, arrimé au dollar américain pour les transactions touristiques et étrangères. Se promener à la Havane signifiait naviguer entre deux économies dans la même ville. Les touristes payaient dans une devise des restaurants qui servaient du homard et du bœuf. Les Cubains payaient dans une autre devise aux magasins de rationnement distribuant riz et haricots. Le système dual fut abandonné en 2021, mais le fossé économique qui le représentait ne s'est pas refermé. Le carnet de rationnement, la libreta, existe toujours. Chaque foyer cubain reçoit chaque mois une allocation de nourriture subventionnée. Riz, haricots, sucre, huile de cuisson, pain. Mais les rations ne couvrent qu'une fraction des besoins nutritionnels quotidiens. Le reste doit être acheté à des prix de marché que la plupart des salaires ne peuvent pas couvrir. Un médecin à Cuba gagne l'équivalent d'environ 60 $ par mois. Un chauffeur de taxi qui emmène des touristes dans une Chevrolet de 1957 peut gagner autant en une journée. Le château du Morro monte la garde à l'entrée du port de la Havane depuis 1589, construit par les Espagnols pour se défendre contre les pirates et corsaires qui rasaient les richesses du Nouveau Monde des Caraïbes. Le temps d'un bref interlude, en 1762, les Britanniques s'emparèrent de la Havane et la détinrent 10 mois avant de la rendre à l'Espagne en échange de la Floride. Au cœur de la vieille Havane, les bars où Ernest Hemingway buvait, El Floridita et la Bodeguita del Medio, servent encore des mojitos aux touristes qui veulent s'asseoir là où l'écrivain s'asseyait. Le mojito lui-même est cubain, une boisson aux racines remontant au XVIe siècle, lorsque les marins de Francis Drake mêlaient de l'aguardiente à de la menthe et du sucre pour soigner les maladies du bord. 4 siècles plus tard, c'est l'un des cocktails les plus commandés au monde, et il fut inventé ici. Hemingway vécut à Cuba pendant près de 2 décennies, plus longtemps qu'il ne vécut nulle part ailleurs, dans une maison appelée Finca Vigia, perchée sur une colline à l'extérieur de la Havane. C'est là qu'il écrivit Le vieil homme et la mer, un roman se déroulant dans les eaux de Cojimar, un village de pêcheurs à l'est de la capitale, où les pêcheurs qui ont inspiré l'histoire racontent encore à leurs petits-enfants l'histoire du silencieux américain qui les observait travailler. Hemingway quitta Cuba en 1960, un an après la Révolution, un an après que les horloges se furent arrêtées. La Plaza de la Revolución, la 60e plus grande place publique du monde, est l'endroit depuis lequel Castro s'adressait autrefois à des foules de plus d'1 million de personnes. Sur la façade du ministère de l'Intérieur, un portrait en acier du visage de Che Guevara regarde vers le bas. La photographie la plus reproduite de l'histoire, prise par Alberto Corda en 1960, transformée en un symbole qui signifie des choses différentes selon les gens. Révolution, résistance ou simple marchandise. Au sud-ouest de la Havane, la terre s'aplatit sur la péninsule de Zapata, qui abrite le plus grand complexe de zones humides des Caraïbes. Le marais de Zapata couvre plus de 4500 km² de marécages, de mangroves et de lagunes côtières. Et il est le foyer d'un prédateur qui survit sur cette planète depuis 85 millions d'années. Le crocodile de Cuba ne vit qu'en 2 endroits sur Terre, le marais de Zapata et l'Isla de la Juventud, une île au large de la côte sud de Cuba, autrefois connue sous le nom d'Isla de Pinos et qui aurait inspiré à Robert Louis Stevenson son île au trésor. Il reste environ 6000 crocodiles de Cuba. Ils sont classés en danger critique d'extinction. Ce qui les rend exceptionnels n'est pas leur rareté, c'est leur comportement. Le crocodile de Cuba est le plus terrestre de tous les crocodiliens vivants. Aux longues pattes et robustes, il se déplace plus aisément sur la terre ferme que ses cousins. Il chasse en groupe. Des individus ont été observés se positionnant stratégiquement, se coordonnant pour intercepter leur proie. En captivité, ils peuvent apprendre des tours, une intelligence qui les démarque. Le marais de Zapata abrite également la zapata, une fauvette qui ne vit que dans les broussailles denses de cette seule zone humide. Découverte en 1926 par Fermín Zanón Cervera, un naturaliste cubain qui consacra sa vie à cataloguer les espèces du marais, la fauvette porte son nom. Genre Ferminia. Elle est l'unique membre de son genre, elle n'existe nulle part ailleurs. Dans les eaux sombres du marais se déplace quelque chose de plus ancien encore. Le manjuari, le lépisosté cubain, est un poisson préhistorique qui nage dans ces eaux depuis plus de 100 millions d'années. Il est plus ancien que les crocodiles.
plus ancien que la plupart des arbres. Sa morphologie n'a pratiquement pas changé depuis l'ère des dinosaures. Et aujourd'hui, il ne se trouve qu'à Cuba. Les biologistes l'appellent un fossile vivant, les habitants l'appellent simplement le vieux. Le marais de Zapata est également le site de Playa Girón, la baie des cochons. Le 17 avril 1961, une force d'environ 1500 exilés cubains, entraînée par la CIA, débarqua sur ce littoral. L'opération, dont le nom de code choisi par la CIA résonne aujourd'hui comme une sombre prémonition, visait à renverser le gouvernement de Castro. En 3 jours, la force fut défaite. Cet échec consolida le pouvoir de Castro, humilia les États-Unis et prépara le terrain pour le moment le plus dangereux de la guerre froide. Octobre 1962. Des appareils de reconnaissance américains photographient des installations soviétiques de missiles nucléaires en construction à Cuba. Le président Kennedy est informé, le monde retient son souffle pendant 13 jours. L'Union soviétique avait transféré plus de 150 armes nucléaires sur l'île, à 145 km de la Floride. La résolution de la crise est souvent décrite comme la diplomatie à son meilleur. Pour les Cubains, ce fut autre chose. Un rappel que la géographie de leur île en faisait un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Encore une fois. Trinidad se trouve sur la côte sud de Cuba, à environ 300 km au sud-est de la Havane. C'est, à sa manière, une ville figée dans le temps. Mais sa fixation survint bien avant la Révolution. Trinidad fut l'une des villes les plus riches de Cuba au XIXe siècle, bâtie entièrement sur le sucre et inextricablement sur l'esclavage. Le Valle de los Ingenios, la vallée des moulins à sucre, s'étend derrière la ville. À son apogée, il comptait plus de 50 moulins à sucre et des milliers de travailleurs réduits en esclavage. La tour Manaca Iznaga, construite en 1816, s'élève à 44 mètres au-dessus du fond de la vallée. Sa cloche marquait le début et la fin de la journée de travail. Certains disent qu'elle sonnait aussi lorsqu'un esclave tentait de fuir. Les barons du sucre construisirent de magnifiques demeures à Trinidad. Sols de carreaux ouvragés, balcons en fer forgé, mobilier européen importé. Lorsque l'économie sucrière déclina et que l'industrie se déplaça ailleurs, Trinidad s'arrêta simplement. Les demeures demeurèrent, les rues pavées demeurèrent, le clocher du couvent de San Francisco veille encore sur la vallée, et la tour Manaca Iznaga est toujours debout, monument à une richesse construite sur un crime dont personne à Trinidad ne parle et que personne n'a renversé. Mais le vrai musée de Cuba, celui que personne n'a planifié, c'est ce qu'est devenu le pays tout entier depuis 1959. Et l'exposition n'a rien de charmant. Elle est désespérée. Cuba a survécu à plus de 600 tentatives d'assassinat contre Castro. Certaines attribuées à la CIA, certaines d'une créativité baroque. Des combinaisons de plongée empoisonnées, du LSD vaporisé dans des studios de radio, des cigares piégés. Castro vécut jusqu'à 90 ans. Il abandonna la présidence en 2008 pour raison de santé, transmettant le pouvoir à son frère Raúl. Il mourut à La Havane en 2016. Mais sa mort ne changea pas le système qu'il avait bâti, et ce système était déjà en train d'échouer bien avant qu'il ne le quitte. Lorsque l'Union soviétique s'effondra en 1991, Cuba perdit sa bouée de sauvetage. Les subventions soviétiques représentaient entre 4 et 6 milliards de dollars par an. Le commerce soviétique représentait entre 70 et 80% des importations cubaines. Du jour au lendemain, tout cela disparut. Ce qui suivit est connu à Cuba sous le nom de Periodo Especial, la période spéciale. L'apport calorique chuta d'un tiers, les Cubains perdirent en moyenne 20 livres. Les transports en commun s'effondrèrent faute de carburant dans un pays où la possession d'une voiture privée était pratiquement impossible. Des bicyclettes importées de Chine devinrent le principal moyen de transport. Les usines fermèrent, les hôpitaux manquèrent de médicaments, l'économie se contracta de 35% en 3 ans. Les gens mangeaient ce qu'ils pouvaient trouver, des jardins urbains surgirent dans des terrains vagues à travers la Havane. Les chats disparurent des rues, non pas parce qu'ils avaient été adoptés, le gouvernement autorisa l'abattage de bœufs pour compléter les approvisionnements en viande, renversant des décennies de politiques qui avaient protégé les animaux de trait. La blague qui circulait, même si personne ne riait, était que la peine pour avoir tué une vache à Cuba était plus lourde que pour avoir tué un homme. Des milliers de Cubains prirent la mer sur des radeaux de fortune. Des balsas, des chambres à air, des portes en bois, des barils arrimés ensemble, tout ce qui pouvait flotter. Le détroit de Floride, c'est 145 km d'océan ouvert avec des courants imprévisibles et des requins. Personne ne sait exactement combien de personnes moururent en tentant la traversée. Les estimations vont de quelques centaines à plusieurs milliers. Ceux qui atteignirent l'autre rive furent accueillis au titre de la loi d'ajustement cubain. Ceux qui n'y arrivèrent pas ne furent jamais retrouvés.
Le gouvernement répondit par des réformes limitées. De petites entreprises privées furent légalisées. Le tourisme s'ouvrit aux visiteurs étrangers. Cuba survécut, mais ne se rétablit jamais. Les infrastructures déjà vieillissantes en 1991 continuèrent de vieillir. Les centrales électriques déjà défaillantes continuèrent de défaillir. Et l'embargo en vigueur depuis 1962 garantit que les pièces de rechange, le carburant et les technologies restaient hors de portée. Les États-Unis versent à Cuba 4 085 $ par mois de loyer pour la base navale de Guantanamo. Cuba n'a encaissé aucun chèque depuis 1959. Cuba est pleine de contradictions de ce genre. Un pays qui exporte des médecins mais ne peut pas maintenir ses propres hôpitaux éclairés. Un pays avec un taux d'alphabétisation de 99,8%, où Internet était jusqu'à récemment si restreint que l'accès pouvait valoir 5 ans de prison. Un pays qui construisit son premier chemin de fer en 1837, avant l'Espagne elle-même, mais qui peine aujourd'hui à faire circuler des personnes d'une province à l'autre, faute de carburant pour les bus. Le baseball, et non le football, est le sport national, un héritage de l'influence américaine que la Révolution n'a jamais effacé. Cuba a participé à 18 Jeux Olympiques d'été, remportant 208 médailles. Les boxeurs cubains à eux seuls en ont décroché 78, dont 41 en or. Le sauteur en hauteur Javier Sotomayor a établi un record du monde de 2,45 m en 1993, que personne n'a égalé depuis, le plus ancien record encore en vigueur dans les épreuves de terrain. Le plat national est la ropa vieja, littéralement vieux vêtement. Un ragoût de bœuf effiloché, mijoté longtemps, servi sur du riz et des haricots noirs. La cuisine mêle des influences espagnoles, africaines, françaises, arabes et chinoises, bien que la cuisine cubaine traditionnelle, la comida criolla, repose essentiellement sur l'ail et les oignons, avec peu d'autres épices. Le résultat est une cuisine que les visiteurs trouvent parfois simple. Les Cubains, eux, l'appellent honnête. Et sur les trottoirs, des hommes jouent au domino pendant des heures. Pas besoin d'électricité, pas de carburant, juste des pièces, une table et des voisins qui se connaissent depuis des décennies. Puis vint 2024. En février, des coupures de courant touchèrent près de la moitié du pays. En mars, elles revinrent et cette fois les gens protestèrent. En octobre, la centrale Antonio Guiterres, la plus grande de Cuba, dans la province de Matanzas, se mit hors service. La défaillance se propagea en cascade. 1 640 000 kW de capacité s'évaporèrent aux heures de pointe, la moitié de la demande totale des consommateurs. L'île tout entière plongea dans le noir. Pendant 4 jours, 11 millions de personnes n'eurent ni électricité, ni eau, parce que les pompes nécessitent du courant, ni réfrigération, ni communication. Les hôpitaux tournèrent sur des générateurs de secours alimentés au gazole, un gazole déjà rationné. À La Havane, le gouvernement coupa l'accès à Internet et déploya la police pour disperser les manifestants du quartier Santos Suárez qui avaient érigé des barricades. À Santiago de Cuba, des habitants descendirent dans les rues malgré les formations policières. À Manicaragua, des gens encerclèrent le bâtiment du gouvernement local en scandant des slogans. Cuba rétablit partiellement l'électricité, temporairement. Puis cela se reproduisit. L'année est 1959, Fidel Castro se tient sur un balcon de Santiago de Cuba et annonce que la révolution a triomphé. La foule explose. L'avenir, l'espace d'un instant fulgurant, semble sans limite. L'année est 2026. Le vice-ministre cubain de l'énergie et des mines annonce que le pays est resté 3 mois consécutifs sans recevoir un seul chargement de gazole, de fioul lourd, d'essence, de kérosène ou de gaz de pétrole liquéfié. En janvier 2026, l'administration Trump coupa les livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba et menaça de sanctions douanières tout pays exportant du pétrole vers l'île. Le Mexique, qui fournissait près de 44% des importations cubaines, suspendit ses livraisons. Les importations de pétrole tombèrent à zéro pour la première fois depuis 2015. Les conséquences se propagèrent à travers chaque strate de la vie quotidienne. Des compagnies aériennes suspendirent leurs vols parce que Cuba ne pouvait plus fournir de kérosène. Les passagers arrivant sur l'île apprirent que leurs avions devraient faire escale ailleurs dans les Caraïbes pour se ravitailler avant de repartir. Le festival annuel d'El Habano, le festival du cigare cubain, fut annulé. Les camions à ordures manquèrent de carburant. Les déchets s'accumulèrent dans les rues de La Havane, attirant mouches et maladies sous la chaleur tropicale. La raffinerie Nico Lopez prit feu. Les hôpitaux limitèrent les admissions et reportèrent des opérations chirurgicales, leurs générateurs dépendant d'un gazole qui n'existait plus. Le 3 février, Cuba enregistra sa température la plus basse jamais mesurée, 0 degrés Celsius dans la province de Matanzas, tandis que des parties des provinces orientales subissaient un blackout total.
Les gens brûlaient du bois pour se réchauffer dans un pays qui n'avait pas eu besoin de brûler du bois de mémoire d'homme. Le secrétaire général des Nations Unies se dit extrêmement préoccupé. Human Rights Watch avertit que les services essentiels étaient poussés à leurs limites. Le Costa Rica ferma son ambassade. Et de Washington, le message était clair. Négocier ou cela continue. Le 4 mars, le réseau s'effondra à nouveau. Des millions de personnes dans l'ouest de Cuba perdirent l'électricité. Le 16 mars, l'ensemble du réseau national tomba en panne. Un blackout de 29 heures et 29 minutes. Le 21 mars, cela se produisit une troisième fois. 3 effondrements complets du réseau en un seul mois. La production d'électricité de Cuba était passée de plus de 21 000 gigawattheures en 2019 à moins de 16 000, une chute de plus de 13% en une seule année. Une femme prénommée Souladis Cresbo, 33 ans, mère de 2 jeunes enfants, dit à un journaliste « Avec les coupures et les baisses de tension, mon réfrigérateur est tombé en panne. S'il n'y a pas d'électricité demain, on n'aura pas d'eau. » Un vendeur nommé Dagné Alarcón, 35 ans, déclara « Il faut s'habituer à continuer notre routine habituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Il faut essayer de survivre. » Des étudiants de l'université de La Havane organisèrent une manifestation pacifique sur les marches de leur campus. Ils dirent aux journalistes qu'ils ne pouvaient plus étudier, faute de courant et d'internet. Ils s'assirent en silence, ils ne portèrent aucune pancarte, ils s'assirent simplement. Cuba n'est pas un musée, c'est la première chose à comprendre. Les voitures d'époque n'ont rien de charmant. Ce sont les véhicules que conduisent 11 millions de personnes parce qu'aucune alternative n'était disponible depuis 6 décennies. Les bâtiments coloniaux en ruine ne sont pas pittoresques. Ce sont des maisons où vivent des familles sans eau courante fiable ni électricité. Ce récit du figé dans le temps que les étrangers trouvent romantique est, pour ceux qui y vivent, une cage. Et pourtant, à l'intérieur de cette cage, des choses survivent qui n'auraient pas dû. Dans les récifs coralliens au sud de l'île principale, les Jardines de la Reina, les Jardins de la Reine, s'étendent sur plus de 600 îles et îlots. Nommée par Colomb lui-même en l'honneur de la reine Isabelle, cette réserve marine est l'un des écosystèmes coralliens les plus sains qui subsistent dans les Caraïbes. Des requins, requins des Caraïbes, requins nourrices, requins soyeux, patrouillent des eaux protégées de la pêche commerciale depuis 1996. Des mérous atteignent des tailles qui ont disparu de la plupart des récifs caribéens. Des tortues marines, dont la critiquement menacée tortue imbriquée, pondent sur des plages qui n'ont jamais été aménagées. Des chenaux de mangroves abritent des millions de poissons juvéniles. Et le corail lui-même est vivant d'une manière que des chercheurs venus de récifs dégradés trouvent presque déconcertante. Le lamantin des Antilles, ce paisible mammifère marin pouvant peser plus de 500 kg, se déplace encore dans les lagunes côtières et les herdiers marins le Cuba. Il est vulnérable. Les collisions avec des bateaux et la perte d'habitat le menacent partout ailleurs dans les Caraïbes. Mais ici, dans des eaux où les bateaux sont rares et les touristes encore plus, il persiste. La raison pour laquelle le récif survit est la même que celle pour laquelle les voitures d'époque survivent. L'isolement. Les restrictions économiques de Cuba ont, par inadvertance, protégé ces écosystèmes marins de la pêche industrielle, du développement côtier et de la pression touristique qui ont dévasté les récifs ailleurs. Les jardinets de la Reina sont parfois appelés les Galapagos des Caraïbes, non pas en raison de ce que Cuba a fait pour les protéger, mais en raison de ce que Cuba n'avait pas les moyens de détruire. Varadero, sur la côte nord, est le Cuba que les touristes connaissent. De longues plages de sable blanc, des complexes hôteliers tout inclus, des cocktails au rhum au bord de la piscine, c'est réel. C'est aussi sans rapport avec la vie de la plupart des Cubains, qui n'ont pas les moyens de visiter leur propre station balnéaire. Cuba interdit Noël comme fête nationale en 1969. Castro déclara le pays athée et la fête fut supprimée au motif qu'elle interférait officiellement avec la production sucrière. Pendant 30 ans, les Cubains vécurent ce qu'ils appellent aujourd'hui las Navidades Silenciadas, les Noëls silencieux. L'interdiction fut levée en 1997, peu avant la visite du pape Jean-Paul II sur l'île. Le soir du réveillon, beaucoup de Cubains brûlent encore des poupées de chiffon grandeur nature, les muñecos à mini. Ils jettent des seaux d'eau dans la rue pour balayer le mauvais sort. Et certains font le tour du pâté de maison avec une valise, espérant que cela leur attire voyage et aventure pour l'année à venir. Une valise portée autour d'un pâté de maison dans un pays où la plupart des gens ne peuvent pas partir. Le gouvernement cubain affirme qu'il construit pour l'avenir. Un programme soutenu par la Chine vise à installer 92 parcs solaires d'ici 2028 pour plus de 2000 MW de capacité. Au début de l'année 2026, 34 parcs étaient raccordés au réseau, fournissant environ 560 MW aux heures de pointe. L'objectif est d'atteindre 24% d'électricité renouvelable d'ici 2030 contre moins de 5% aujourd'hui.
Mais le réseau que ces parcs alimentent a été construit sur une technologie d'ère soviétique. Il n'a pas été mis à niveau de manière significative depuis des décennies, et les panneaux solaires ne produisent pas d'électricité la nuit, lorsque les blackouts à Cuba sont les plus sévères. 2 pétroliers russes livrèrent du carburant à la fin du mois de mars, suffisant, dirent les officiels, pour quelques semaines. Il y a une statue de John Lennon dans un parc de la Havane. Fidel Castro l'inaugura en l'an 2000, qualifiant le musicien de véritable révolutionnaire. La statue est assise sur un banc. Les touristes s'installent à côté pour des photographies. Pendant des années, quelqu'un continuait à voler les lunettes de la statue. Alors le gouvernement désigna un gardien à temps plein, un homme dont le travail consiste à poser les lunettes sur le visage de la statue à l'arrivée des visiteurs et à les retirer à leur départ. Un homme employé par l'État pour mettre des lunettes sur une statue d'un homme qui chantait « Imagine no possessions », imaginez qu'on ne possède rien. Mais Cuba n'est pas une boutade, et son peuple n'est pas une exposition. Ce sont 11 millions d'êtres humains qui ont bâti un système de santé que le monde a étudié, une campagne d'alphabétisation qui a transformé une nation, une tradition musicale qui a changé la façon dont la planète danse, et une culture si résiliente que 67 ans d'embargo, de révolution, d'isolement et d'effondrement ne l'ont pas effacée. La coquille du Polymita picta est belle parce qu'elle a eu des millions d'années pour évoluer sans interférence. Le crocodile de Cuba chasse en groupe, parce que l'isolement a forcé l'intelligence. Le colibri des abeilles, le plus petit oiseau du monde, dont les ailes battent 80 fois par seconde, survit non pas malgré sa taille, mais grâce à elle. Il a trouvé une niche si étroite que rien d'autre ne pouvait y rivaliser. Cuba aussi a trouvé sa niche, mais les niches ont des limites. Et la question qui plane sur cette île aujourd'hui, en 2026, dans le noir, les pompes à eau silencieuses et les hôpitaux sous générateurs de secours, est de savoir si ce qui a préservé Cuba est aussi ce qui est en train